Qui n'a jamais eu cette impression que le temps nous échappe, qu'il file entre nos doigts? La pression d'une date qui approche, la nostalgie d'un souvenir, la simple conscience de vieillir. Le temps, bien souvent, on le ressent comme une force qui nous dépasse, presque une fatalité. Mais est-ce que c'est vraiment sa seule nature? Est-ce qu'on est juste les passagers d'un train qu'on ne peut pas contrôler? C'est exactement la question qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors voici notre plan de route. On va d'abord poser clairement le problème philosophique du temps. Ensuite, on va analyser 3 grandes thèses. Vous allez voir, elles se répondent. D'abord, celle de la fuite angoissante, puis celle du temps créateur, et enfin, une synthèse avec le temps comme projet. On verra juste après comment utiliser tout ça de manière très concrète pour le bac, avant de conclure et de s'ouvrir sur une question d'actualité. Voilà la question centrale, notre problématique. D'un côté, on a l'impression que le temps nous aliène, qu'il nous enferme dans une sorte de compte à rebours inévitable vers la fin. Mais d'un autre côté, réfléchissons-y, sans le temps, est-ce que nos actions, nos projets, notre mémoire auraient un sens? Sans temps, est-ce qu'on pourrait même parler de liberté? C'est cette tension, ce paradoxe qu'on va essayer de démêler. Avant de plonger dans le vif du sujet, un petit mot rapide. Cette chaîne est là pour vous accompagner pas à pas, pour mieux comprendre la philosophie et bien sûr pour réussir le bac. Alors si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à partager ce contenu avec ceux que ça pourrait aider. Allez, c'est parti. D'accord, alors attaquons avec notre première grande perspective. C'est peut-être la plus immédiate, celle qui nous vient le plus spontanément à l'esprit, mais c'est aussi la plus sombre. Pour un penseur comme Blaise Pascal, la conscience du temps, c'est avant tout une source d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'elle nous rappelle sans cesse que notre existence est limitée. Et pour échapper à cette angoisse, Pascal nous dit que l'humain a mis en place une stratégie redoutable, le divertissement. Mais attention, le mot est un peu trompeur, il ne s'agit pas juste de s'amuser. Pour Pascal, le divertissement, c'est toute activité qui nous détourne de la pensée de notre propre finitude. Ça peut être le travail acharné, les passions amoureuses, les jeux, bref, tout ce qui nous occupe l'esprit pour ne pas nous retrouver seuls face à nous-mêmes. Et c'est là que sa pensée devient vraiment puissante. À cause de ce besoin constant de se divertir, le temps devient une prison. Selon Pascal, on n'arrive jamais à habiter vraiment le présent. Notre esprit est toujours en fuite. Soit il ressasse un passé qu'il regrette, soit il se projette dans un futur qu'il espère. Mais le présent, qui est pourtant le seul moment où l'on existe vraiment, eh bien, il nous glisse entre les doigts. Alors qu'est-ce qu'on retient de cette vision? Son immense force, c'est de pointer du doigt la part tragique de notre condition et de nous montrer à quel point un bonheur qui dépendrait du temps est fragile. Par contre, la limite est assez claire, c'est une vision du temps qui est uniquement négative, uniquement destructrice. Si le temps n'était qu'une fuite, comment est-ce qu'on pourrait expliquer l'histoire, le progrès, l'apprentissage, la création? Allez, passons maintenant à une perspective qui va prendre le contre-pied total de tout ça. Est-ce qu'on doit vraiment accepter cette vision tragique? Le philosophe Henri Bergson, lui, nous propose de changer complètement de lunettes. Pour lui, le temps n'est pas du tout une prison, c'est tout le contraire, c'est la source même de notre liberté et de notre créativité. Pour bien comprendre Bergson, il y a une distinction qui est absolument cruciale. D'un côté, il y a le temps des horloges, le temps scientifique. C'est un temps objectif qu'on peut découper en secondes, en minutes, tout identique. De l'autre côté, il y a ce que Bergson appelle la durée. Et ça, c'est le temps tel qu'on le vit de l'intérieur, le temps de notre conscience. Ce temps-là, ce n'est pas une ligne de points, c'est plutôt un flux, comme une mélodie où chaque note s'ajoute aux précédentes et transforme l'ensemble. La durée, c'est donc ce flux continu où notre passé ne s'efface pas, mais au contraire, il vient nourrir notre présent et préparer ce qu'on va devenir. C'est assez simple à comprendre si on pense à sa propre expérience. La personne que l'on est aujourd'hui est le résultat de tous les moments qu'on a vécus. Pour Bergson, c'est précisément dans cette épaisseur de la durée que se trouve notre liberté. Parce qu'on porte notre passé en nous, on peut inventer, créer du nouveau et agir de façon imprévisible. On n'est pas une machine. La force de la pensée de Bergson, elle est immense. Elle redonne toute sa valeur à notre expérience subjective du temps, à notre mémoire, qu'il voit comme un véritable élan vital. Mais cette thèse a aussi ses limites. On pourrait lui reprocher d'être un peu trop optimiste. Parce que si notre conscience vit dans cette fameuse durée, notre corps, lui, il subit bel et bien le temps objectif de l'horloge. Le vieillissement et la mort, ça reste des réalités bien concrètes que notre sentiment intérieur ne peut pas effacer. Bon, on a donc une vision plutôt pessimiste avec Pascal et une vision très optimiste avec Bergson. Comment est-ce qu'on peut réconcilier les deux? C'est là qu'une troisième voie devient intéressante, notamment celle proposée par Martin Heidegger. L'idée n'est plus de fuir le temps ou de le célébrer, mais d'apprendre à l'habiter, en pleine conscience. Heidegger utilise une formule qui peut faire un peu peur. Il dit que l'être humain est un être pour la mort. Attention, il faut bien comprendre ce qu'il veut dire. Ce n'est pas du tout une invitation au désespoir, bien au contraire. L'idée, c'est que c'est précisément la conscience que notre temps est limité qui donne à chaque instant, à chaque décision, tout son poids et toute sa valeur. Imaginez qu'on soit immortel. Nos choix n'auraient plus vraiment d'importance, on aurait toujours le temps de se rattraper. Voilà le point central. Notre finitude, ce n'est pas une malédiction. C'est la condition même de notre liberté
et de notre responsabilité. C'est parce que chaque minute compte que l'être humain est en quelque sorte condamné à s'engager, à faire des choix, à se projeter dans un avenir qui a du sens pour lui. La liberté, finalement, ce n'est pas d'échapper au temps, c'est d'assumer pleinement qu'on est un être temporel et de construire son existence avec ça. Ce qui est formidable avec cette thèse, c'est qu'elle transforme une fatalité, la mort, en un véritable moteur pour l'action et la responsabilité. Le temps n'est plus un ennemi, il devient la charpente même de notre liberté. La limite par contre, c'est qu'une telle lucidité, une telle prise de conscience demande une force de caractère assez importante. Et soyons honnêtes, face aux pressions du quotidien, ce n'est pas toujours facile d'adopter cette posture. Très bien. Maintenant qu'on a exploré ces 3 grandes visions, voyons comment on peut articuler tout ça de façon efficace dans une dissertation pour le bac. Le but, c'est de montrer qu'on a compris le débat et qu'on sait le structurer. Regardez ces exemples de sujets qui peuvent tomber. Faut-il fuir le temps? On peut commencer avec Pascal, thèse oui, car il est source d'angoisse, puis nuancer avec Bergson, antithèse, non, c'est une force créatrice, et enfin proposer une synthèse avec Heidegger, il ne faut ni le fuir ni l'ignorer, mais l'assumer. Pour un sujet comme « Le temps est-il un obstacle à notre liberté ?», la même logique fonctionne parfaitement. Pascal dirait oui, Bergson et Heidegger diraient au contraire que c'en est la condition. En fait, ce qu'on vient de faire ensemble, ça illustre un cheminement de pensée qui est très efficace. On part d'une première idée un peu commune, presque négative, subir le temps. On la dépasse avec une vision plus positive, plus intérieure, vivre le temps. Et on arrive à une synthèse plus mûre, plus responsable, assumer le temps. C'est exactement ce genre de progression en 3 temps qui est valorisé dans une copie de film. Finalement, on pourrait conclure que l'humain n'est prisonnier du temps que s'il continue à le voir comme quelque chose d'extérieur, comme les barreaux d'une cage. Mais si on comprend que la temporalité, c'est la matière même de notre être, de notre conscience, alors tout change. La sagesse, ce ne serait pas de rêver à l'éternité, mais peut-être d'accepter que c'est le caractère éphémère de chaque instant qui donne à notre existence toute sa valeur et toute son urgence. Et pour finir, une petite ouverture, une question pour aujourd'hui. Dans notre monde moderne, qui est obsédé par la vitesse, l'immédiateté, le temps réel, est-ce qu'on ne risque pas de perdre cette capacité à vivre dans la durée si chère à Bergson ? Si tout va de plus en plus vite, est-ce qu'on a encore le temps nécessaire pour faire mûrir un projet, pour construire une pensée, bref, pour forger une identité qui soit vraiment la nôtre? La question est posée. Voilà, on arrive au bout de cette analyse sur la notion du temps. J'espère sincèrement que ça a pu vous éclairer. Si vous avez la moindre question ou une suggestion de notion que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez surtout pas, l'espace des commentaires est fait pour ça. Merci pour votre attention et à très bientôt pour une nouvelle exploration philosophique.